Et c'est l'heure à présent du Club Action où nous recevons Jean-Luc Guittard, directeur général de Consulting Group. Bonjour Jean-Luc Guittard. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Luc. Bon alors on reste dans une thématique immobilier dans cette émission. On va parler d'immobilier, d'investissement. On va tenter de comprendre ensemble l'état des lieux de cet immobilier d'investissement après 1 an et demi de crise Covid. Tout d'abord, on va redéfinir un petit peu l'immobilier d'investissement. Ça recouvre des stratégies très diverses. On peut investir directement, on peut passer en SCPI, en OPCI, en dispositif Pinel ou LMNP. Enfin, je ne les cite pas tous, mais il y en a de très, très nombreux. C'est vaste. C'est vaste, effectivement. En cette rentrée de septembre, vous avez quand même, vous, un petit peu de recul sur les effets de la crise sanitaire sur l'immobilier d'investissement. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'il y a des dispositifs utilisés plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des stratégies qui plaisent plus ou qui plaisent moins, que ce soit aux épargnants ou même aux professionnels du secteur? Alors, c'est une question complexe. Le sujet qu'on a eu, Covid égale fermeture d'activité. L'immobilier d'investissement, par définition, c'est l'immobilier où on n'habite pas. Il est donc souvent exploité par quelqu'un d'autre qui en fait son activité et qui, à ce titre-là, nous verse à nos investisseurs un loyer. Et donc, cette situation a fait que des activités s'arrêtant, même si elles ont été aidées, bien aidées par le gouvernement, eh bien, elles n'ont plus de revenus. Et donc, on avait une crainte et on a eu quelques cas de loyers qui n'ont pas été payés ou qui ont été payés avec retard, puisque ces structures ont eu ces difficultés. Ça, c'est la première conséquence, puisqu'elle résulte d'une espèce de... D'abord, il y a une peur, il y a un choc. Bien sûr. Il y a une espèce de choc qui arrête les choses. Puis ensuite, les choses ont redémarré. Et donc, on a vu une saison, si je prends le cas du tourisme, puisque finalement, on est à la rentrée, on a eu une saison 2019 qui était pas mauvaise, puisqu'on avait on a eu une première fin de crise finalement au mois de juin, on a déconfiné, donc les gens sont quand même partis en vacances, et puis on a replongé à la rentrée. Ouais. 2019 ou 2020? Je parle de 2019. C'est le premier phénomène qu'on a connu, si je fais un peu d'historique. 2020 finalement, on s'est retrouvé dans la situation qu'on connaît même encore aujourd'hui, avec la logique de variants, etc. Pour autant, j'ai pu obtenir les premiers chiffres en fait de la saison de cette année, la saison touristique, et ils sont excellents, c'est-à-dire qu'il y a des croissances qui sont des croissances à 2 chiffres, que ce soit en taux d'occupation, et évidemment, parce que les gens sont partis en vacances en France. On est sur une année de vacances, comme on dit, bleu, blanc, rouge. Donc beaucoup de gens partout. Le concept de la résidence de tourisme est un concept qui fonctionne bien, puisqu'il y a un accueil. C'est quoi ce que vous, en termes de, justement, de résidence de tourisme, c'est quel type de résidence tourisme? C'est du camping 5 étoiles? Qu'est-ce que vous avez? Non, nous on travaille plutôt sur tout ce qui est des résidences qui vont être cette fois-ci en dur. D'accord. Donc qui accueillent sur du 3 étoiles, 4 étoiles, des gens qui viennent passer un séjour d'1 semaine, 2 semaines. Et les gens se sont quand même mélangés, mais les piscines, Appartements, c'est des logiques de cellules. D'accord. Une cellule suffisamment grande pour qu'on puisse y évoluer en famille. Bon, alors en famille, je dirais, le sujet Covid se pose moins, en tout cas il n'est pas aussi fort que quand vous croisez des gens qui ne sont pas de famille. Et donc du coup c'est beaucoup plus pratique puisque c'est entretenu et vous pouvez vivre pas en autarcie, mais vous pouvez vivre sur votre sujet. Voilà. Certaines de ces résidences sont équipées de restaurants. C'est des résidences-services finalement dont on parle. D'accord. Exactement. Et ça c'est un sujet qui est intéressant puisque ça traverse plutôt bien. Les crises et les rebonds sont impressionnants. Pour tout dire, on ne s'attendait pas à ça. Les réservations sur septembre-octobre sont très bonnes. La seule chose qui a disparu, c'est les groupes. D'accord. Okay. Ça y a plus. Disparu. Okay. En tout cas, on part moins en groupe de... Ah oui, les groupes, d'accord. Ce qui a disparu, effectivement, c'est les réservations en groupe sur les résidences services. On part plus en famille. En famille, finalement, c'est ça. C'est ça, exactement. Petit comité. Petit comité connu, et puis après, je pense que les phénomènes vaccination, tests, etc., font que ce cercle doit être connu. Enfin, on voit tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur le pass en entreprise ou ce genre de choses. Voilà, on sent bien que les gens se sont adaptés, finalement. Ce qui prouve que le sous-jacent de cet immobilier, finalement, d'investissement, c'est-à-dire une résidence qui est gérée, a traversé la crise, puisque dans les saisons, si je fais exception de la saison d'hiver, où là, c'était les stations, finalement. Bien sûr, oui. Si on ne ferme pas le sujet, le besoin est important et l'équipement, il est en France. Justement, comment vous le sentez? Comment vous sentez cette saison hivernale qui arrive? Si elle est, comme elle a été cet été, c'est-à-dire ouverte, elle sera sans doute excellente. Le domaine skiable français, c'est le plus grand du monde, le plus équipé, le plus... Enfin voilà, je crois que c'est pas pour être... en revanche, si c'est fermé, c'est fermé. Et puis il faut que la météo soit avec nous. Oui, mais je pense que, vous avez raison, mais d'une manière générale, il y a quand même un niveau d'enneigement récurrent. Je ne fais pas le pari qu'il n'y aura pas de neige. Et donc, s'il y a de la neige, il y a des gens qui viennent en vacances. Et que les remontées marchent. Mais si vous fermez la principale activité de ce type de station, tout l'hébergement, toute la restauration, enfin tous les métiers finalement qui sont autour de ça,
disparaissent. Donc l'immobilier d'investissement, si je comprends bien, au sortir de cet été 2021, ne va pas si mal que ça. Si jamais on a acquis en fait des parts ou voire un appartement dans une résidence service, on a pu être inquiété au début de la crise sanitaire, mais ce que vous nous dites, c'est que ça repart. Du moment qu'on a investi en France, en tout cas. Alors évidemment, du moment qu'on a investi en France, le modèle n'avait pas finalement traversé de crise de cette nature-là, de crise sanitaire. C'est fait. Bon, c'est comme ça. Il est résistant, il est résilient, puisqu'il a bien tenu sur des opérateurs assez solides. C'est une époque, le nombre d'opérateurs a été fortement diminué dans la dernière décennie. Et donc, c'est des opérateurs plus solides, bien installés sur leur territoire, qui ont une diversité d'offres qui fait que les évolutions des besoins, etc., ils ont la capacité en tout cas à le prendre en compte. Donc c'est la conclusion qu'on a. Ce qui est plus encore un peu impacté, c'est tout ce qui va être résidence d'affaires. D'accord. Quand on regarde... Parce que vous avez c'est quoi? C'est de l'hôtellerie d'affaires? Ça, c'est de l'hôtellerie d'affaires. Et là, c'est quel type du coup? Alors là, c'est pareil, c'est 3 étoiles, 4 étoiles, mais qui sont en ville. D'accord. Si je prends l'exemple de Paris, les premiers chiffres qu'on a sur Paris, c'était un taux d'occupation qui est autour de 85%. Ouais. Là, cet été, il aura été à 70%. Donc, j'allais dire, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est pas 85, c'est 70, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais c'est quand même 70, ça veut dire qu'il y a des gens qui reviennent. On voit des Européens. D'accord. Oui. On a une présence d'Européens qui représente à peu près presque 25%. 60% c'est des Français, 25% c'est des Européens, 10% d'Américains, ce qui commence à prouver que les flux se réétablissent. Ce qui a complètement disparu, c'est la clientèle asiatique et Moyen-Orient qui représentait jusqu'à presque 30% et qui aujourd'hui va représenter un petit 5%. Voilà. Pareil, à remettre en place, mais c'est le point sur lequel, aujourd'hui, sans inquiétude particulière, c'est un peu plus lent à remettre en marche, mais quand j'ai écouté les chiffres de l'économie là, ce matin, et le ministre de l'économie et des finances qui parlait d'une croissance de 6%, c'est quand même de très bon augure. Je ne sais pas quel sera le chiffre exact pour 2021, mais dans ces niveaux-là de croissance, je vais dire, ce type d'activité est forcément soutenu, au sens où ça crée, pour faire du business, il faut quand même encore se déplacer. Il y a quand même, on est sur des cultures de rencontres, d'échanges. Mais il y a un autre marché sur lequel vous êtes très présent, c'est les résidences seniors. Alors, avec la population qui vieillit, c'est vrai que c'est un marché stable. C'est quoi le taux de rendement, justement, sur ce type de produits? Quand on investit dans une résidence senior, qu'est-ce qu'on peut gagner? Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre? Juste le concept, c'est une pyramide des âges qui fait que nous serons tous plus nombreux dans un âge plus élevé. Et donc... joliment dit. Voilà, oui, la forme d'habitat, finalement, qui se développe, c'est un habitat qui est à la fois collectif. On est tous dans un immeuble, on limite l'artificialisation des sols, c'est-à-dire qu'on concentre les choses, on peut être beaucoup plus efficient sur le plan consommation énergétique, émission de CO2, et en même temps on recrée du lien social autour de personnes qui sinon sont dans leur habitat traditionnel et finalement isolés, et petit à petit qui s'isolent, puisque c'est une espèce de phénomène. Donc ce besoin, il est là pour deux raisons, parce que c'est un besoin de la société, je pense que ce besoin collectif existe, et deuxièmement, le volume fait que donc notre choix nous a été de dire, on essaie d'instaurer des partenariats avec des grands opérateurs qui développent des résidences senior services, donc c'est un logement et une offre de services modulable. Et donc c'est quelque chose qui s'est développé depuis maintenant une petite dizaine d'années. On est leader sur ce marché-là. Et on a avancé en plus en se disant il faut aussi que toute la population en bénéficie. La première offre de résidence-service est une offre plutôt haut de gamme, ce qui est assez classique, puisque il fallait chercher une solvabilité dans les occupants, parce qu'on paye un loyer là aussi, donc c'est un peu la même chose. Et donc là, avec des partenaires, on a créé en tout cas la résidence senior service qui va être plus sur le cœur de la population, et donc qui permet de loger à peu près 60% des personnes qui seraient demandeuses. Un objectif plus social derrière un peu plus, sinon social en tout cas, qui correspond mieux aux revenus moyens qu'on peut allouer finalement à son logement, parce que c'est toujours la même question, c'est-à-dire être bien logé, accéder à des services, c'est quand même avoir les moyens de s'offrir ce genre de choses. Je parle évidemment pas de sujet de dépendance, puisque là on est hors dépendance, c'était juste un choix d'installation. Alors on a fait le bilan du tourisme après Covid, ou en tout cas après 1 an et demi de crise sanitaire. On a fait le bilan dans effectivement l'immobilier d'affaires. Là, pour les résidences seniors, du coup, quelle évolution ou non avec la crise Covid? Parce qu'effectivement, on a toujours besoin de son logement, qu'il y ait une pandémie dehors ou pas. Gros développement, puisque le besoin, il est démographique. D'accord, donc gros développement même en période de crise. Oui, puisque c'est un besoin démographique. Donc, le Covid a eu des conséquences sur un certain nombre de décès, mais dans une population très âgée qui finalement n'est pas
directement concernés par ce type de résidence. Or, ce qu'on constate, nous, c'est que le besoin est important, et puis on quitte un habitat qu'on ne rénove plus pour aller dans un habitat qui est neuf ou qui est juste rénové et qui est de bonne qualité. Il y a aussi une volonté d'être bien installé, puisque on vit plus longtemps et les besoins sont pas les mêmes. Merci beaucoup Jean-Luc Guittard de nous avoir fait un petit état des lieux finalement d'immobilier d'investissement. On n'a pas parlé effectivement du côté de l'épargnant, comment on fait pour y aller. On s'est vraiment concentré sur les secteurs, mais c'est bien, ça nous donne une vision un petit peu générale. Merci en tout cas, je rappelle que vous êtes directeur général de Consulting Group et je vous donne rendez-vous à vous tout de suite dans le Club Expert.